Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube et surtout, bienvenue chez nous. C'est assez incroyable de dire ça étant donné qu'il y a un an, il n'y avait rien. C'était encore un projet un peu flou et aujourd'hui, nous y sommes. Alors peut-être que vous avez suivi nos travaux sur Instagram, sur Facebook, on a beaucoup communiqué. Mais c'est vrai qu'on n'a jamais vraiment pris le temps de faire une vidéo YouTube pour vous présenter le lieu, pour vous expliquer toutes les démarches administratives qu'on a dû faire pour pouvoir faire tout ça. Et c'est vrai qu'en story, en post, on imagine le lieu, mais encore difficile de s'y projeter, alors que dans une longue vidéo YouTube, on peut vraiment prendre le temps de tout vous montrer de A à Z. Et c'est l'intérêt d'être ici. Tout a commencé donc il y a un an, lorsque je suis tombée sur une annonce sur un site immobilier, rien de très compliqué, qui mettait en vente 4 hectares à proximité de Bordeaux. Donc 4 hectares, globalement un champ, aucune clôture, aucun raccordement, aucun arbre, vraiment rien du tout. Mais l'avantage d'être quand même à proximité de Bordeaux, à côté d'une gare, à côté de toutes les commodités. Donc ça m'a beaucoup intéressée. On y allait pour faire une visite. On a fait des trous de carottes partout pour vérifier qu'il n'y avait pas d'argile, car très compliqué aujourd'hui d'être sur un terrain avec un minimum de boue. Et je préférais avoir un sol sec en hiver qu'avoir un sol riche en herbe en été. C'est beaucoup plus simple pour la gestion des chevaux et pour gérer différentes pathologies. Et bingo, c'est sur du sable, c'est sur de la grave. Le terrain me parle beaucoup. C'était une période où je cherchais pas forcément à créer un centre de formation, mais plutôt à héberger mes chevaux. Car à ce moment-là, c'était très compliqué de trouver une pension convenable pour eux. On a pas mal galéré et je voulais simplement avoir les chevaux à la maison. Et puis petit à petit, le projet a pris une ampleur que je n'ai pas maîtrisée. Donc avant de vous en dire davantage, je vous propose qu'on passe un tour du propriétaire. Dans nos 4 hectares, on a choisi de maximiser et de réunir toutes les zones hyper importantes pour nous les humains afin qu'on ait le moins de déplacements à faire et que tout soit assez simple dans la gestion des chevaux. Donc la moitié est consacrée aux installations, donc on a la carrière, on a nos paddocks, on a notre stock de foin, et l'autre moitié dans le fond est consacrée au pâturage tournant pour nos chevaux. Nos chevaux ont un maximum de place étant donné que eux ils vivent ici toute l'année. Donc vous allez voir, on a fait 6 parcelles qu'on ouvre et qu'on ferme avec une piste principale. Et pour les chevaux en pension de travail, donc du débourrage, de l'éducation du poulain, on a donc 4 paddocks ici, stabilisés avec du foin à volonté, un abri. Je vous montre ça. Il s'agit donc de paddocks individuels, même si nous connaissons les besoins fondamentaux du cheval par cœur. Lorsqu'un cheval extérieur vient ici, il est généralement tout seul, pour une période entre 1 mois ou 2, et on ne souhaite pas faire d'intégration trop hâtive. Une intégration prend du temps, généralement 3 semaines, donc c'est quasiment la durée d'un séjour ici, et aussi pour tous les risques liés à la biosécurité, car même si les propriétaires nous disent que le cheval est vermifugé en règle par exemple, il se peut qu'il y ait un oubli et donc du coup que ça puisse venir intervenir sur l'autre cheval. Donc on va essayer de prendre toutes les précautions nécessaires. Donc les chevaux, même s'ils ne sont pas ensemble, ils ont des contacts sociaux au niveau du râtelier à foin qui est partagé avec le voisin. Ici c'est un fil qu'on n'électrifie pas. On pense même le remplacer en bois pour que les chevaux puissent se sentir, puissent se toucher. Si au bout de quelques semaines, donc dès que tous les risques biosécurité sont effacés et que l'entente à proximité se passe bien, comme on le ferait dans n'importe quelle intégration, nous on met les chevaux ensemble le dimanche dans un grand pré là-bas, ce qui nous permet de vraiment tout nettoyer leur paddock. Car même si c'est grand, on n'est pas non plus sur une grande superficie. C'est la raison pour laquelle ici autour du râtelier à foin, nous avons décaissé un matériau drainant. On a posé des dalles alvéolées qu'on a ensuite remplies de sable. Au moins on a la certitude que les chevaux, peu importe si le paddock devient de la boue, car on ne sait jamais
peu importe ce qu'il arrive, les chevaux auront les pieds au sec. Ici, on a eu beaucoup de passages de chevaux, on sort tout juste 2 saisons de débourrage, donc les prés sont en terre. Là, on se laisse juillet-août pour que tout puisse repousser un petit peu, même s'il fait très chaud. On ferme pendant cette période-là pour des raisons de chaleur, car bien évidemment, lorsqu'il fait 44 degrés, très rapidement dans la journée, c'est vraiment pas idéal de travailler les chevaux. Donc c'est une période qu'on garde pour nous pour créer nos formations en ligne, pour entretenir le terrain. Et c'est hyper important, on a vraiment envie de rester OK sur ça. Par rapport au foin chez nos chevaux, donc ici c'est un râtelier qu'on a créé nous-mêmes avec notre conjoint. On en est très content. On pousse une énorme boule de foin de 230 kg. Ici, la porte là, vous pouvez voir, elle s'abaisse, donc ça fait une petite rampe. On glisse la boule, on met le filet à foin au-dessus et ensuite les chevaux ont donc accès à du foin à volonté. Au niveau de la gestion des crottins, quotidiennement, donc tous les jours, on ramasse autour des zones stabilisées puisque c'est là où les chevaux sont le plus. Et ensuite, une fois par semaine, on vient tout nettoyer afin qu'ils aient un beau paddock et c'est hyper important pour nous. Nos paddocks de chevaux au travail ont aussi un abri, un grand abri, partagé encore une fois avec le copain. Ici, ils ont un abreuvoir automatique, un abreuvoir à niveau constant, qui vient de notre eau du puits. Donc l'eau, elle est toujours propre, on nettoie quand même l'abreuvoir tous les jours. Et ici, même topo que pour le râtelier, on a décaissé, on a mis un matériau drainant, on a mis des dalles, puis du sable dans tout l'abri et 5 mètres devant. Comme ça, idem, ce sont des zones où les chevaux restent énormément et on est sûr qu'ils ont les pieds au sec, qu'ils ont des pieds sains et qu'ils puissent du coup faire leurs activités de la manière la plus saine possible. Également, vous avez peut-être vu qu'il y a un récupérateur à eau qu'on a commencé à mettre à disposition juste derrière. On n'a pas encore de gouttière, mais on compte bien en mettre une dans l'été. Car avec là, toutes les fortes chaleurs, on a installé des brumisateurs déjà chez nos chevaux. Au niveau de leur abri, on a vraiment vu une différence énorme dans leur comportement, dans l'optimisation de leur bien-être lorsqu'il fait très chaud. Et donc ici également, on va en mettre un pour les chevaux au travail afin qu'ils bénéficient du même traitement que nos chevaux. Notre stock de foin se trouve juste ici, sous ces bâches vertes. On aimerait bien à terme mettre un grand hangar, mais j'avoue depuis 1 an on a tout construit, donc là pour le moment on fait une petite pause. Et pourquoi je vous montre ça? Car on a réfléchi le système pour ne pas avoir besoin de tracteur. Donc ici le foin se trouve là et dans toute la longueur ici de cette allée, nous avons mis les râteliers à foin. Et l'idée est de pousser les bottes de foin à la main, de les orienter et ensuite de venir les mettre dans les râteliers. Un petit peu avant, nos râteliers ont une porte. Hop. Ici, je vais enlever les accroches pour vous montrer. Nos râteliers ont une porte qui s'abaisse comme ceci. Et ainsi, lorsqu'on vient, on pousse la boule, ça nous fait une petite rampe. Hop. Il suffit juste de bien l'orienter et franchement, ça se fait à une seule personne. J'ai pas plus de bras que d'autres cavalières, que d'autres cavaliers, et pour autant, c'est vraiment quelque chose qui se fait. Une botte de foin ici en hiver et en été, car ce sont des périodes où il n'y a vraiment pas d'herbe. Elle nous dure généralement entre 2 et 3 semaines. On vérifie toujours la quantité de foin tous les jours pour faire en sorte que les chevaux en aient le plus possible. Et idem comme pour les brumisateurs, on se pose encore aujourd'hui la question de pourquoi pas à terme aussi mettre des brumisateurs au-dessus du râtelier à foin pour pas que les chevaux aient à faire le choix entre être à l'abri et manger du foin. Donc ça fait partie de nos pistes d'amélioration pour la suite. Après cabane construite dès nos mains, nous avons fait appel à un fabricant
qui est en Dordogne, donc qui est environ à 2 heures d'ici, pour nous la construire. Ensuite, on s'est retrouvé avec un gros manuel type meuble Ikea de 86 pages pour qu'on monte tous les arbalétriers, toutes les solives, pour qu'on mette en sorte d'assembler, pour qu'on assemble tous les panneaux, pour qu'on pose des fenêtres. C'est un gros chantier qui commence à voir la fin. Là, tout l'extérieur est terminé. Il nous reste encore tout l'intérieur à faire, donc je vais pas vous faire une visite de ça, même si on est vraiment très fiers de notre cabane sur pilotis. Je vous expliquerai à la fin pourquoi nous avons dû la mettre sur pilotis. Et ici, la cabane, du coup, elle donne une vue sur nos chevaux et sur tous les chevaux au travail. Pour nous, c'était vraiment hyper important d'avoir un œil en permanence sur l'ensemble des équidés présents sur site. On a eu l'opportunité d'acheter d'autres hectares un peu plus derrière, mais ça nous dérangeait énormément de ne pas avoir à vue les animaux, car on ne sait jamais ce qu'ils peuvent faire. Et là, au moins, avec la cabane, on a vraiment une surveillance quotidienne sur tout ce qui se passe au niveau des chevaux. La zone de repos de nos chevaux, ici c'est quand même une zone assez conséquente car on avait imaginé le lieu pour pouvoir idéalement enfermer les chevaux dans cette zone s'il y a des inondations, s'il y a de la boue partout, si pour eux en hiver ça devient compliqué ou si on a simplement besoin qu'ils soient à proximité le temps d'une journée si on fait un stage ou autre. Et donc ici on a décaissé, on a mis de la grappe drainante qui est un peu remonté par endroits, puis du sable. On n'a pas enfermé la grave. On avait vraiment envie que l'eau puisse continuer de s'infiltrer correctement dans le sol. Dans les zones un peu plus utilisées, on a mis des dalles alvéolées de chez Eco et Curie. On voit vraiment une différence incroyable dans l'apportance. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on recommande, ces dalles. C'est très agréable pour les chevaux. En revanche, on a observé aussi qu'ils préféraient largement se rouler dans les zones entièrement de sable, même s'il y avait des petits cailloux. Et les cailloux, voilà, c'est de la grappe drainante, donc on n'est pas sur du calcaire. C'est des cailloux qui sont très ronds, qui n'entrent pas dans les pieds des chevaux. Et ça ne leur pose aucun problème de se déplacer et de vivre avec ça. À terme, on aimerait bien mettre encore plus de dalles, tirer sable, poser les dalles, remettre le sable et créer une zone spécialement de roulade avec des ronds dans le bois, quelque chose qui peut un peu plus délimiter. Mais bon, pour le moment, on fait encore une pause dans les aménagements. Et on voit nos chevaux qui sont vraiment bien, ils sont tous super apaisés. Les pieds sont très sains. On les cure quasiment jamais car ils sont super propres. Et ils ont beaucoup d'activités sociales, ils dorment beaucoup, ils jouent beaucoup. On a vraiment un budget temps qui est bien respecté et pour nous c'était vraiment tout ce qu'on souhaitait pour eux. Ici, ils ont leur petit abri. Il faut savoir que la zone de repos des chevaux, c'est la zone où on nettoie tous les jours, été comme hiver. Et en hiver, donc, les chevaux restent énormément ici. Il y a beaucoup de crottins. Le crottin, on a des personnes qui viennent le chercher pour leur potager ou pour leur jardin. On en utilise aussi une grande partie pour notre propre potager ou aussi pour mettre autour des arbres. Car comme vous avez pu voir, le site est assez vide. Donc là, on plante environ 200 arbres par an. Et de mettre du crottin en amont
pour enrichir le sol, étant donné qu'on est sur du sable, c'est très peu fertile. Donc on prend vraiment soin d'utiliser ce qu'on a qui est le meilleur engrais naturel pour pouvoir enrichir le sol et ramener un peu de vie dans ce sol tout sec. Dans notre abri pour les chevaux, comme vous pouvez le voir, on a suivi un peu la tendance sur les réseaux sociaux en mettant un brumisateur. Les chevaux, vraiment, ils adorent ça. Ils passent leur journée devant l'abri. On a aussi observé qu'ils retournaient beaucoup plus rapidement à leurs activités dans le pré, puisque là, jusqu'ici, avec les fortes chaleurs, il n'y allait que le soir. Et là, au cours de la journée, ils ont assez redescendu en température pour y retourner. On est vraiment trop contents de voir ça. Même chose ici, ils ont un abreuvoir à niveau constant qu'on nettoie tous les jours, qui leur permet d'avoir de l'eau fraîche à volonté. Aussi, on a choisi de faire qu'une seule piste et pas un système type Paddock Paradise, car nos chevaux à 3 ont accès à 3 hectares effectifs de pré. Donc c'est quand même une bonne superficie et on voulait plutôt maximiser le fait qu'ils puissent être à l'herbe plutôt que le fait qu'ils soient sur des pistes. Donc on a préféré laisser plus de prés que de faire des pistes, et qui dit piste dit nettoyer, dit stabiliser, et pour le moment c'est vraiment pas dans nos plans. On est vraiment très heureux d'avoir fait une seule piste qui mène à différentes parcelles. L'espace est vraiment optimisé comme ça. Ils reviennent au galop, ils ont vraiment compris le principe. On a 2 poulains ici, de 2 et de 3 ans. On a aussi notre plus vieux cheval, Tanka, qui a aujourd'hui 19 ans. Et honnêtement, dans tout l'hiver, on a vu de sacrés changements dans sa locomotion. Et on est vraiment très très content du confort qu'on a pu offrir à nos chevaux, même s'il reste encore plein de choses à faire ici. Pour la gestion des granulés pour nos chevaux, on a mis en place des sas qui vont de part et d'autre de la piste. Donc ici, on peut mettre un cheval et un autre que vous ne voyez pas à la caméra. Donc le cheval se positionne, on lui met en place sa gamelle et on vient refermer de l'autre côté pour qu'il n'aille pas embêter son voisin. Mettre en place des sas, ça peut vraiment vous permettre de gagner du temps, à ne pas surveiller vos chevaux lorsque vous leur donnez du grain, surtout s'ils ont des rations spécifiques à cause de différentes pathologies. On veut vraiment que ce soit le cheval à qui on fait la ration qui mange la sienne, et ça c'était vraiment un gain de temps pour nous. Comme vous pouvez le voir ici, on plante des centaines d'arbres par an. On plante uniquement des essences qui sont comestibles par les chevaux, car on aimerait bien à terme aussi pouvoir leur offrir des arbres, leur offrir de l'ombre, leur offrir des arbres. Et au moins à la coupe, lorsqu'ils seront bien trop grands, et j'ai vraiment hâte que ce soit le cas, on puisse leur passer des branches comme pour faire de l'enrichissement. Alors ici, pour vous donner un exemple, on a planté des bouleaux, de l'aubépine, de l'hêtre et des noisetiers pourpres. On a fait un petit mélange échampêtre autour de la piste. Nous avons un fossé qui traverse l'ensemble de la propriété. C'était une zone assez grasse. Et donc tout autour, on a planté des saules. Les saules ici prennent vraiment bien car la nappe phréatique se situe à 1 mètre en été et à 60 cm en hiver. On est dans une zone inondable dite rouge, d'après l'urbanisme. Bon, on a eu plein d'inondations, plein de tempêtes. Le terrain n'a jamais été inondé car justement en étant sur du sable, il a vraiment une bonne drainance. Mais donc la nappe étant assez proche, il suffit de pas trop longtemps pour les arbres en entretien pour qu'ils puissent trouver directement la source et devenir autonomes. Alors on a vraiment espoir que dans 3-4 ans, on se situe dans une petite forêt bien ombragée et avec beaucoup plus de biodiversité chez nous. Notre système de pâturage tournant est assez simple. Ici, nous avons la piste principale. Et lorsqu'on décide d'ouvrir un pré aux chevaux, exemple pour celui-ci, je vais venir avec mes 2 fils.
Et je viens refermer la piste. L'idée derrière ça, c'était de ne pas avoir de cul-de-sac, car les chevaux n'aiment pas ça. Donc c'est pour ça qu'on n'a aucune de nos clôtures qui est en angle droit. Tout est ouvert pour que le cheval vraiment puisse circuler la meilleure des façons possibles. Et comme ceci, on peut également électrifier qu'une parcelle à la fois. Donc la parcelle dans laquelle on décide de mettre les chevaux. Car dans nos 4 hectares avec tous nos fils, si on décide de tout électrifier, ça va vite devenir très compliqué. Donc la piste est électrifiée, plus le pré dans lequel se trouvent les chevaux. On a mis en place différents systèmes pour vraiment isoler la parcelle en question et ne pas électrifier tout le reste. Ici, c'est l'endroit qu'on appelle entre nous la chill zone, car c'est une zone où les chevaux n'ont pas accès et c'est une zone 360 où on peut tout voir dans son ensemble. C'est la zone où on fait nos stages, nos ateliers pratiques. Donc nous avons les toilettes, la sellerie, l'aire de pansage. Ici nous avons un abri qui fait office de clubhouse. Et je ne sais pas si vous vous repérez, mais notre entrée est par là, la cabane est par là. Les paddocks des chevaux au travail sont par là. Et ici c'est la zone de repos de nos chevaux. Alors lorsqu'on se trouve ici, on a vraiment une vue sur tout ce qui se passe. Et pour nous, c'était vraiment hyper important de pouvoir aussi avoir un espace consacré aux humains, qui ne soit pas bétonné, donc tout est en herbe. On a encore des endroits où il manque de l'herbe, car encore une fois, lorsqu'ils ont tout terrassé il y a 1 an, ils ont remis énormément de terre dans le terrain. Donc on a semé cet hiver, il y a des zones qui ont pris, d'autres qui n'ont pas encore pris. On attend encore que ce soit verdoyant et ça fait vraiment partie de nos rêves ici. Je pense que c'est la chose que je répète le plus dans cette vidéo, mais je vois tellement le potentiel du lieu avec beaucoup plus d'arbres et ce sera tellement plus confortable pour nous parce que j'avoue, il fait vite très très chaud. Donc on prend le temps qu'il faut et on cherche toujours la potion magique. Si vous l'avez trouvée, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Ici, on a notre ronde longe et en faisant les plans du centre Otiaka, j'ai mis, je pense que j'ai dû faire 4 plans différents pour être sûre de ce que je voulais. Je me suis dit, oh, un ronde longe, c'est tellement incroyable pour travailler les chevaux à pied, en liberté, pour faire des débourrages. Il fallait absolument qu'on en mette un, plus que tout. Donc, on a mis notre ronde longe qui est connectée à notre piste et à un autre pré qui sert aussi de mountain trail. Comme cela, le soir, lorsqu'on veut discuter et échanger autour des thèmes comme de l'éthologie, des comportements sociaux, des interactions, des déplacements du cheval, on laisse nos chevaux aller de leur zone de repos auprès de Mountain Trail et comme ça, on peut les voir traverser tout le long. Dans le rond de longe, nous avons décaissé, mis de la grave drainante, posé des dalles alvéolées remplies de sable, puis on a mis aussi de la fibre. Là, ce que vous pouvez voir en bleu, c'est la fibre. Pourquoi on met de la fibre dans les espaces de travail pour les chevaux? C'est parce que le sable a vraiment besoin d'être trempé pour être agréable pour eux. Et le sable sèche extrêmement vite et en incorporant de la fibre textile, de la fibre recyclée, la fibre va pouvoir maintenir l'eau dans le sable et aussi elle va pouvoir structurer certains sables qui sont un peu fuyants. On a choisi cette option-là, on est vraiment très satisfait. Dans le rond de longe, honnêtement, il y en a un peu trop. On a peut-être mis une balle de fibre en trop, mais c'est pas du tout dérangeant pour nos chevaux. Donc le rond de longe, c'est vraiment quelque chose qu'on utilise au quotidien et qui est très apprécié par tous les équidés qui viennent ici. La chill zone, bon, c'est un petit peu le bazar encore. C'est un petit peu le bazar encore, mais on avait à cœur que ce soit un domaine et non une écurie et que les chevaux fassent partie de l'environnement, qu'ils ne soient pas que cloisonnés dans un paddock au fond, qu'on puisse vraiment être en interaction avec eux en permanence et que les humains se sentent hyper bien chez nous. Donc, comme vous avez vu, nous avons mis en place une petite piscine. C'est un jour où j'ai craqué, je transpirais de partout et je me suis dit je peux pas travailler les chevaux en ayant aussi chaud et il me fallait un endroit pour me mouiller un peu. Donc on a mis en place la piscine, on est vraiment trop contents. Nos amis, nos clients, nous-mêmes, ça nous permet de travailler beaucoup plus longtemps et de passer un bon moment ici. Donc là, on est en train d'aménager encore un petit coin salon
qui nous permet d'accueillir nos clients, de partager un moment le soir avec le soleil qui se couche, les chevaux qui reviennent au galop à travers la piste. Ça fait partie de mes endroits préférés. Nous avons créé notre propre sellerie nous-mêmes et derrière tout ça, on voulait vraiment minimiser les déplacements des humains pour maximiser le travail et le confort des chevaux. Donc, idem, je ne sais pas si vous vous repérez bien, mais la zone de repos des chevaux est juste ici et les chevaux au travail sont là-bas. Donc, on vient prendre un cheval, on le met à l'attache. Ici, c'est encore les plaques d'OSB qu'il faut que je fixe dans la sellerie pour bien faire les murs à l'intérieur. On vient, on attache le cheval, on vient prendre les affaires, on les dépose juste là et ensuite on peut aller soit au rond de longe ou soit à la carrière pour travailler. On n'est pas là à faire 1000 milliards de déplacements pour travailler enfin notre cheval. Ici vraiment on est là pour les éduquer, pour les rééduquer s'ils en ont besoin et pour profiter un maximum de temps avec eux sans marcher 15 km par jour parce que du sport on en fait suffisamment, pas la peine d'en rajouter. L'aire de pansage aussi, on est vraiment trop contents. C'est une idée qu'on a eue avec mon conjoint. De base, on était seulement parti sur les poteaux et finalement, on l'a couverte. C'est vraiment top lorsqu'il pleut et que le vétérinaire doit absolument passer, lorsqu'il fait trop chaud également. Donc, on est vraiment très très satisfait. On a mis des dalles éco-écurie au sol pour ne pas que les chevaux glissent ou lorsque les chevaux grattent, que ça n'abîme pas la dalle de béton en dessous. Idem, c'est vraiment quelque chose qu'on recommande. De la même façon que pour les autres structures, on n'a pas encore eu le temps de mettre des récupérateurs d'eau et Dieu sait à quel point l'eau est une ressource précieuse ces temps-ci. Donc c'est quelque chose qu'on va faire aussi dans l'été pour profiter de l'automne et de l'hiver pour récupérer un maximum d'eau. La seule chose qu'on doit refaire dans cette aire de pansage, c'est qu'ici, au milieu, on a mis 2 lisses jusqu'au bout. Et c'est vrai que si on a un cheval qui devient anxieux, si on a un cheval qui stresse et qui a envie de taper, il peut clairement nous faire mal et on n'a pas d'issue de secours. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'ici, on va remettre un piquet là, on va recouper pour que lorsqu'on attache le cheval, si le cheval essaye de nous taper, on puisse passer de l'autre côté et se mettre en sécurité. Et non, il y a beaucoup de personnes, quand j'ai posté notre aire de pansage sur Instagram, qui pensaient qu'on amenait le cheval et qu'on l'attachait comme ceci. Ça aurait pu être une idée, mais on avait envie que le cheval ait une vue périphérique, car dans beaucoup d'aires de pansage, dans beaucoup d'aires de douche, le cheval se trouve face à un mur et ensuite, on s'étonne que le cheval n'aime pas être brossé, être sellé, n'aime pas la douche. Le cheval, c'est un animal grégaire qui a besoin de voir loin pour se sentir en sécurité. Donc c'est pour ça, on amène les chevaux en marche avant ici. On leur demande de faire demi-tour et croyez-moi, même les plus gros gabarits savent le faire. On leur demande de faire demi-tour et ensuite, on les attache de part et d'autre, là, à des ficelles. Ils ont une vue sur la carrière, ils peuvent avoir une vue sur leurs congénères dans le pré en face. Et même les chevaux les plus grégaires, ceux qui sont les plus compliqués, ici, l'espace, vraiment, on a réfléchi toute l'écurie pour que les chevaux puissent se voir en permanence, même s'ils sont seuls dans un endroit. Et notre plus grand plaisir, c'est lorsqu'on voit un de nos chevaux au foin dans la zone de repos, un autre dans un pré, un autre encore dans le rond de longe tout seul, et de voir en fait qu'ils arrivent à s'apaiser et à être calmes, c'est vraiment notre plus beau cadeau. Juste en face, on a pensé à mettre notre aire de douche. Donc on a déjà prédisposé des tapis ici. Là, nous avons notre sortie d'eau. Ensuite, à terme, on aimerait vraiment bien que ce saule pleureur que vous voyez là puisse faire office d'attache pour les chevaux. Le saule pleureur, c'est un saule, il adore l'eau. Et c'est vraiment très naturel de se dire de faire une zone aire de douche à côté d'un saule qui a besoin d'eau, car en douchant le cheval, on peut aussi arroser le saule, ne pas perdre l'eau utilisée. Donc là, il a déjà bien poussé, on est vraiment très contents. Ça fait partie des premiers arbres où je peux me mettre en dessous. Donc ça, c'est encore quelque chose où on va devoir attendre pour créer l'aire de douche de nos rêves. Et enfin, nous avons la carrière.
La carrière qui est une 20 par 40. Au début, on a fait comme pour le reste, donc on a décaissé, mis du gravier drainant, puis mis du sable et de la fibre. On s'est vite rendu compte que de 1, les cailloux remontaient, de 2, ça manquait vraiment de portance, on n'a pas encore de système d'arrosage ici, et je ne sais même pas si je vais véritablement en mettre un par souci environnemental et d'écologie. Je préfère utiliser l'eau qu'on a pour nos arbres ou pour nos animaux plutôt que pour arroser un espace de travail. Donc cet hiver, on a tout tiré, on a posé des dalles, on a remis le sable. On a forcément des cailloux du coup qui sont remontés, mais ensuite les dalles bloquent les cailloux pour remonter encore par la suite. Donc le travail de cet été, ça va être de faire le petit poussé et d'enlever tous ces cailloux. Entre-temps, elle est vraiment devenue super praticable. C'est un bonheur au quotidien parce que c'est vrai, j'étais vraiment limitée. Et toujours dans l'attente de grosses pluies pour pouvoir faire en sorte qu'elle soit confortable. Puis il fallait passer la herse à répétition, le rouleau à répétition. Et là, au moins, du fait qu'il y ait les dalles en dessous, ça permet que ce soit déjà bien dur pour les chevaux. C'était un investissement, mais un investissement sur du long terme, car on voit la différence et on est vraiment content. Maintenant, il faut juste travailler pour enlever tous ces cailloux. Donc voilà, j'ai passé un très bon été. Maintenant, on a fait le tour de l'ensemble de la propriété. Je ne vous ai pas montré toutes nos parcelles, car je suppose que vous n'avez pas un temps indéfini à passer sur YouTube. Je voulais simplement vous montrer tout ce qu'on a créé en gros. On est forcément encore en cours de construction. Comme on dit, le chantier ne s'arrête jamais. Mais là, le plus gros est fait. Et je voudrais maintenant vous parler des démarches administratives qu'on a dû faire pour acheter ce terrain. Tout d'abord, il ne faut pas être agriculteur pour acheter un terrain agricole. N'importe quel civil peut en acheter un, même si forcément les terres agricoles sont privilégiées pour les agriculteurs. Donc si vous voyez un terrain agricole à vendre, vous pouvez faire une proposition d'achat, mais ensuite il va y avoir du coup la SAFER qui va proposer ce terrain aux agriculteurs dans le coin pour que ce soit eux les prioritaires sur l'achat. Si personne n'est intéressé, vous pouvez acheter le terrain. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai voulu donc acheter ce terrain-là d'abord en nom propre et en discutant avec des comptables, c'était plus intéressant de créer une société agricole. Étant donné que je suis ingénieure agronome et enseignante en équitation, j'avais déjà entre guillemets la capacité agricole. Et de pouvoir acheter ça en tant que société agricole m'a permis de faire toutes les constructions. Car sur un terrain agricole, si vous en achetez un et que vous n'êtes pas agriculteur, en fonction du plan local d'urbanisme, vous ne pouvez rien construire. Donc même une clôture doit être déclarée. Autant dire que ça complexifie beaucoup un projet. Or, si vous êtes agriculteur, là, tout de suite, vous pouvez montrer que vous êtes cotisant MSA, etc. etc. et donc, vous êtes OK pour construire tout ce dont vous avez envie en fonction du PLU. Alors, il a fallu monter une entreprise agricole. Ça a été très très long. Nous avons fait aussi un certificat d'urbanisme opérationnel et si vous êtes dans votre projet de créer votre lieu, je vous conseille fortement de faire ça. En gros, c'est pas une déclaration préalable, ce n'est pas non plus un permis de construire, c'est simplement un certificat. Vous allez expliquer en détail tout votre projet et vous allez le présenter à l'urbanisme de votre ville. Si c'est accepté, ça veut dire que ça fige votre projet sur X mois. Dans le sens où, par la suite, lorsque vous allez déposer une déclaration préalable, donc si c'est une construction de moins de 20 mètres carrés ou un permis de construire, si c'est une construction de plus de 20 mètres carrés, vous pouvez vous appuyer sur l'obtention de ce certificat. La mairie ne peut pas vous dire non ou peut simplement vous demander de modifier certaines choses par rapport à l'esthétique, par rapport à la hauteur, par rapport à l'emplacement, mais dans tous les cas, votre projet peut se faire. Ici, la particularité, c'est qu'on est en zone inondable rouge. Donc ça nous limite énormément dans plein de choses et c'est la raison pour laquelle notre cabane, on a dû la surélever pour qu'on soit au-dessus du niveau de l'eau. Ici, on est régi et par le PLU, mais aussi par le PPRI, le plan prévention risque inondation, qui ne nous permet que de construire jusqu'à 800 mètres carrés. 800 mètres carrés, vous allez vous dire, c'est énorme, mais 800 mètres carrés, ça aurait pu faire un manège pour notre carrière.
Donc pour le moment, on ne peut pas encore la couvrir. On a quand même espoir avec l'actualité aujourd'hui et le réchauffement climatique et plein de choses qu'on puisse un jour y mettre un toit, car du coup, on ne peut pas travailler en été. Et ce serait fort agréable de quand même avoir une belle charpente en bois avec des brumisateurs partout. Été comme hiver, ça nous permettrait vraiment de pouvoir optimiser l'activité ici. Je reprends donc mon histoire de création d'ici. Créer l'entreprise agricole, acheter en non agricole. Et après, il a fallu déposer toutes les déclarations, tous les permis de construire. Il a fallu planter tous les piquets à la main. Et il y a vraiment des outils qui sont indispensables à acheter lorsqu'on crée son activité équestre, notamment une tarière, une cloche, une sorte de grosse cloche pour taper les piquets, débroussailleuse, motobineuse. Motobineuse, on s'en est beaucoup servi car toutes les dalles que vous avez vues, toutes les dalles en béton, on a été obligé de bétonner à certains endroits, notamment par exemple la sellerie, c'est quand même indispensable qu'on ait les pieds sur du dur. Toutes les dalles, on l'a tout fait à la main, donc on a tout creusé à la main. On a tout coulé à la main aussi, à la fin avec une bétonnière, mais on a commencé par exemple pour le portail à couler ça à la main. On a fait la technique à la brouette. Donc le portail, on a commencé un jour à midi et on a terminé, c'était au mois de mars à 4h du mat'. On n'avait pas d'électricité, donc on s'éclairait au phare des voitures, on pleurait de froid. Mais maintenant, voilà, on a un beau portail, on est content. Et aussi, dans les outils à acheter, une bétonnière. Vous en aurez toujours besoin, vos amis en auront toujours besoin. C'est vraiment indispensable. Ça me fait penser par rapport au raccordement électricité et raccordement à l'eau. Ce sont des choses qu'il faut aussi anticiper lorsque vous achetez un terrain vierge. Car ici, typiquement, on a choisi de mettre notre entrée là, car c'était exactement cet endroit-là qu'on pouvait se raccorder. Et plus vous allez être proche de l'endroit du raccordement, moins vous allez devoir tirer de câbles sous terre. Et les câbles, ça peut vite coûter cher. Donc, c'est aussi tout un agencement à faire pour limiter des frais qui peuvent être évités. Les raccordements, vous pouvez les faire une fois que vous avez obtenu au moins une déclaration préalable. Ça montre que vous allez construire un bâtiment, que ce soit agricole, administratif ou quoi que ce soit, et que potentiellement vous avez besoin d'électricité ou d'eau. Si vous essayez de vous déclarer sans déclaration, ça peut être refusé car ils ne vont pas forcément raccorder un champ nu s'il n'y en a pas besoin. On a choisi ici de ne prendre que 4 chevaux en pension travail. On ne prend pas des pensions à l'année simplement par manque de place. On a vraiment envie de privilégier le fait que les chevaux soient bien et pas qu'on ait une surpopulation de chevaux. On n'a vraiment pas créé notre business plan autour de ça, car dans beaucoup d'écuries, la difficulté, c'est bien de se verser un salaire. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'écuries où les prés sont surpâturés, car pour se verser un salaire, il faut plus de chevaux. Et du coup, dit plus de chevaux, on n'a pas forcément plus de place. Ici, on ne prend pas des pensions à l'année. Par contre, on prend du coup des chevaux au travail. On prend des poulains en éducation. On fait quelques rééducations. Ça reste rare. On en propose quand même. Et on n'en prend que 4. Déjà, au niveau du temps qu'on a à leur consacrer, on leur consacre environ 1 heure par jour par cheval, plus ensuite tout l'entretien de la structure. À côté de ça, j'ai mes formations en ligne et mes élèves à distance à accompagner. Et je ne pouvais pas me permettre d'avoir plus de chevaux. Peut-être si un jour j'ai un alternant aussi. Mon conjoint veut bien se joindre à moi pour monter à cheval. Mais pour le moment, 4, c'est vraiment super. Et en fonction des cas qu'on a, on peut avoir 4 chevaux au travail avec lesquels ça se passe super bien. Et dernièrement, on en a eu quelques-uns un peu difficiles. Et j'avoue, c'est très fatigant aussi émotionnellement. Les chevaux, ce n'est pas que du sport physique. C'est aussi beaucoup émotionnel et de s'ancrer fort dans le sol lorsqu'on a un cheval qui nous arrache la longe, qui nous envoie les postérieurs. À la fin d'1 heure de séance, on est rincé pour la journée. Donc c'est pour ça. On commence par 4, nous avons nos propres chevaux, on fait nos formations, on peut accueillir des chevaux extérieurs le temps d'un week-end, le temps d'une journée. Et on a vraiment envie d'offrir un temps particulier aux personnes qui viennent et pas de cumuler en fait trop de personnes d'un coup. Typiquement quand les propriétaires elles viennent voir leurs chevaux, viennent prendre un cours lorsque le cheval est en pension de travail à la maison, on prend toujours un vrai temps ensemble, on déjeune ensemble, on passe des heures à papoter, à discuter d'équitation, à discuter de
leur cheval. Je veux vraiment créer un moment intimiste avec elles pour qu'elles se sentent bien ici et faire un petit paradis pour les humains et pour les chevaux. Alors maintenant, merci d'avoir regardé ma vidéo. N'hésitez pas à m'écrire des commentaires si vous avez besoin que je spécifie de nouvelles choses par rapport à l'installation, par rapport aux installations. Et à bientôt pour une prochaine vidéo YouTube.